Bonjour, je suis Alicia Nock, conservatrice au Musée national d'art moderne et commissaire de l'exposition Paris Noir. Bonjour, je suis Eva Barois de Cavel, conservatrice au Musée national d'art moderne et commissaire associée de l'exposition Paris Noir. Donc Paris Noir retrace 50 ans de décolonisation à Paris et inclut 150 artistes à travers l'Afrique, les États-Unis, la Caraïbe, qui sont venus à Paris penser la solidarité, s'allier, écrire une histoire de l'art panafricaine, transnationale, transatlantique, mais aussi redéfinir les grands mouvements de l'histoire de l'art moderne et postmoderne, l'abstraction, le surréalisme, la figuration libre. Elle s'inscrit dans la grande mythologie des débuts du Centre Pompidou, Paris-Moscou, Paris-New York, Paris-Paris, mais elle vient inscrire de nouveaux axes, Dakar, Alger, Johannesburg, Fort-de-France, Port-au-Prince, et aussi nous montrer Paris comme un espace relationnel, comme un espace de débat et de réinvention critique et politique. L'exposition démarre autour d'une date clé, 1947, création de la librairie Présence africaine, qui est également une revue et une maison d'édition. Ce moment d'élaboration d'une pensée panafricaine et anticoloniale en France est également incarné dans ce début de l'exposition par cette image, une représentation du Congrès des artistes et écrivains noirs à la Sorbonne en 1956, moment là aussi d'élaboration d'une pensée de décolonisation, d'une pensée panafricaine depuis Paris, alors que la lutte pour les indépendances en Afrique se joint aussi à celle pour les droits civiques aux États-Unis. Cette première salle vient nous montrer la manière dont les artistes et les intellectuels viennent se rencontrer, des artistes qui sont souvent eux-mêmes des philosophes, des poètes. On voit ici Ben Nwonu qui commence cette série qui s'appelle Négritude dans une conversation qui dépasse largement le monde francophone. Et cette salle rend hommage au grand dialogue entre Édouard Glissant, Agustín Cardenas et bien sûr les poètes de la négritude et Gérard Sekoto, Wilson Tiberio, artiste sud-africain et afro-brésilien, et culmine dans ce dialogue extraordinaire entre l'écrivain James Baldwin et Beaufort Delaney, son parrain spirituel, peintre extraordinaire que James Baldwin fait venir à Paris au début des années 50. C'est une amitié, c'est aussi une histoire et un dialogue qui va trouver des formes extraordinaires à travers ses œuvres, ces portraits que Beaufort Delaney réalise à la fois de James Baldwin et de lui-même et qui racontent leurs aspirations croisées, leurs expériences croisées. James Baldwin qui comprend très vite à Paris qu'être africain-américain, c'est effectivement un privilège comparé à d'autres situations. Il dit très vite qu'être noir aux États-Unis, c'est être algérien à Paris. Et on a souhaité aussi montrer ces nuances d'expérience à travers Afrique, Caraïbes et États-Unis dans cette exposition. À travers la matrice dédiée à Édouard Glissant, on raconte aussi un Paris qu'on a cherché à cartographier en montrant les lieux qui représentent cette histoire, Présence africaine, cette librairie qu'on vient de voir, mais aussi rappeler que Paris est pour ces artistes un espace de relation, un espace de rencontre, un espace de débat. Les cafés, les clubs de jazz sont représentés et d'autres lieux que vous retrouverez plus tard. Et ici, on voit donc l'artiste martiniquais Georges Coran produire ces extraordinaires textiles chatoyants qui ont rejoint la collection du Musée national d'art moderne dans le cadre de l'exposition et où cet artiste revisite la tapisserie mille fleurs du Moyen-Âge en y insufflant ses coloris fauves et surtout en inscrivant la nature, cette nature caribéenne qui vient de la Martinique. On y voit aussi, bien sûr, des références à un poème d'Aimé Césaire, puisque l'œuvre s'appelle Délire et paix, un vers tiré du poème Le Serpent d'Aimé Césaire. Et puis nous arrivons vraiment dans ce moment de redéfinition de deux grandes tendances de l'art international depuis Paris par ces artistes autour de la question du surréalisme. Et là, c'est Wilfredo Lam qui est au centre de cette nouvelle constellation d'artistes afro-atlantiques. Et nous voyons ici Umbral, chef-d'œuvre du Musée national d'art moderne, cette œuvre qu'on retrouve ici et qu'on redécouvre à travers ce totémisme guerrier qui nous parle bien d'un Wilfredo Lam qui, à ce moment-là, comprend que le surréalisme est une arme de décolonisation. Wilfredo Lam rentre alors de Cuba, de Martinique, d'Haïti, de République dominicaine. Il a rencontré Aimé Césaire et il a compris que, effectivement, reconquérir son inconscient, réinsuffler des références afro-caribéennes sont des outils importants pour affirmer une identité proprement émancipée. Et puis nous arrivons dans ce deuxième grand moment de redéfinition de l'abstraction par ces artistes à Paris. C'est un moment dominé par les Américains
qui arrivent grâce aux bourses des anciens combattants, les GI Bills, qui leur permet de se lancer dans l'abstraction à Paris. Mais c'est aussi un grand moment de redéfinition de l'histoire de l'art haïtien, et notamment à travers la figure pionnière de l'artiste haïtienne Luce Turnier, qui arrive à partir des années 60 à Paris et se lance dans ses collages abstraits. Elle travaille alors dans une administration française et elle utilise les rebuts de son administration pour réaliser ces collages qui permettent en fait d'ouvrir un nouveau pan de l'histoire de l'art haïtien, histoire de l'art qu'on connaît plutôt autour de l'idée de l'art spontané et qu'on trouve ici autour, au contraire, d'une idée constructive. Luce Turnier va inciter et faire partie de tout un groupe d'artistes haïtiens passés à Paris qu'on appellera les sophistiqués et qui vont faire sécession et créer un mouvement représenté par le Foyer des Arts Plastiques en Haïti. Cette exposition est là pour reprendre l'histoire de l'art, venir la corriger, et on trouve à côté d'elle un autre artiste haïtien, Max Pinchina, qui décide d'ailleurs de reprendre le cubisme de Picasso et le cannibaliser, tout comme Picasso avait lui-même cannibalisé l'art africain. Nous arrivons dans le deuxième temps de redéfinition des abstractions expressionnistes depuis Paris, ce moment américain extrêmement important pour tous ces artistes noirs américains qui arrivent à Paris non seulement pour être abstraits, mais aussi pour affirmer l'origine du mouvement expressionniste abstrait aux États-Unis, qui pour ces artistes est un mouvement noir dominé par la question du jazz. On voit ici l'artiste Ed Clark qui arrive au milieu des années 50 et qui regarde à ce moment-là la peinture de Nicolas de Staël et qui, en 67, retrouve Joan Mitchell à Véteuil, où Claude Monet avait peint, et il réalise ici ces innovations extraordinaires. Il commence ce qu'il va appeler le grand balayage, où il va commencer à réaliser des toiles à partir d'un balai et brosser, donc par des gestes extrêmement restreints, ces grandes abstractions gestuelles que nous voyons ici. Cette œuvre, chef-d'œuvre d'Ed Clark, réalisée en 67, a rejoint la collection du Musée national d'art moderne, nous rappelant aussi que cette exposition est une campagne d'acquisition qui va nous aider à redéfinir l'ensemble de nos parcours permanents à la réouverture du musée dans quelques années. Nouveau chapitre de l'exposition Paris-Dakar-Lagos, un moment important où il est essentiel de comprendre que dans ce focus sur Paris, Paris est aussi une porte, un espace de transit, un espace de déploiement, et qu'à partir des années 60, des capitales africaines comme Dakar et Lagos deviennent des phares intellectuels, des phares de la création. Les artistes vont, depuis l'Europe, retourner dans ces capitales, circuler entre ces capitales et produire des formes spécifiques. Nous sommes ici, par exemple, devant une œuvre de Papa Ibra Tall, artiste sénégalais qui étudie à l'école des Beaux-Arts à Paris, mais qui va rentrer au Sénégal déçu de son enseignement et qui, soutenu par Léopold Sédar Senghor, le président sénégalais, qui est véritablement à cette époque, en fait, dans un moment de structuration institutionnelle du champ culturel et du champ des arts plastiques au Sénégal, va lui proposer d'enseigner et de diriger un département qui s'appelle les études plastiques nègres. Et donc voilà, le terme est important, hein, on est toujours dans cette pensée de la négritude qui certes évolue, et Pape Ibra Tall va donc devenir un enseignant chevronné, important, qui va former toute une génération, notamment autour de la tapisserie, à la manufacture d'abord à Dakar, puis à Thiès, réalisant ce type d'œuvres qui sont effectivement des recherches, des quêtes d'une iconographie nègre, syncrétique encore une fois. Nous arrivons dans un grand moment important intitulé « Retour vers l'Afrique » qui est, dans les années 60 et 70, on avance dans la chronologie, ce moment où des artistes vont faire le choix, alors notamment des artistes ultramarins, mais aussi des artistes africains, de se tourner vers des pratiques africaines, se tourner vers une culture africaine pour réinjecter dans leurs œuvres des identités propres et produire des formes, là encore une fois, syncrétiques. Un bon exemple est le travail d'Ernest Breuler et un mouvement, le groupe Fromager, qui est un groupe donc martiniquais qui va se poser la question effectivement de ce qui est proprement africain dans une identité caribéenne. Et pour cela, les artistes vont développer entre Paris, Fort-de-France et l'Afrique un certain nombre de stratégies, de pensées. Ça se traduit intellectuellement, ce sont aussi des artistes qui écrivent, qui vont publier des manifestes, et ça se traduit plastiquement
Là aussi, on a pu acquérir une œuvre d'Ernest Breuller dans le cadre de cette exposition, ce qui est une acquisition majeure et importante. Les cheminements vont être différents. Ça va être par exemple le langage. Qu'est-ce qu'un langage proprement caribéen, proprement africain? Comment le réinjecter dans le tableau? Ça va être effectivement aussi un bestiaire ou une faune et une flore qui sont ici mises en œuvre dans ce tableau, qui bien sûr est aussi une proposition sophistiquée qui fait retour vers ce que l'Occident lui aussi a pris de cette africanité, notamment chez Picasso, et comment réinjecter une couleur, une luxuriance et des figures et des enjeux, notamment aussi des rapports à des figures divines, à des transcendances qui seraient proprement caribéennes. Et nous arrivons dans un nouveau moment dédié aux grandes abstractions qui s'achève avec des propositions assez singulières autour notamment de la question du noir et blanc posée là, voilà, très frontalement dans cette question de la couleur. Et cette œuvre sur laquelle on souhaitait s'arrêter, d'Élodie Barthélemy, une artiste franco-haïtienne, qui s'intitule « Hommage aux ancêtres marrons ». Petite définition, le marron, c'est cet esclave fuyard qui prend la fuite, qui prend la forêt et qui va réussir ainsi à se libérer du colon, de l'esclavagiste. Il faut savoir que les communautés marronnes ont été vraiment des communautés militantes dans leur chair et dans leur pratique, mais aussi des communautés qui ont donné lieu à des structurations vraiment de premiers villages libres, au sein desquels on a eu vraiment aussi une pratique créative, notamment une pratique musicale extrêmement forte, extrêmement spécifique, et qui est aujourd'hui un héritage qui est vraiment réclamé. René Louis, qu'on a vu précédemment dans cette grande salle jaune caribéenne, est un artiste qui a publié notamment un manifeste du marronnage. Donc voilà, pour dire à quel point cette conceptualisation du marronnage est quelque chose qui accompagne beaucoup des artistes de l'exposition. Chez Élodie Barthélemy, cet hommage aux ancêtres marrons en est encore une preuve et une occurrence. Ça nous amène aussi à la question justement de la mémoire, plus au sens de monuments, de créer des monuments, des imaginaires et des images qui vont venir célébrer cette identité noire. Dans cette salle affirmation de soi, on est également dans ces enjeux, vont ici se déployer, donc on avance encore dans la chronologie, plutôt dans les années 80, un certain nombre de représentations du corps noir. Alors des représentations dures et violentes, vous avez dans cette salle le Ku Klux Klan, les Pretoria, l'Afrique du Sud, l'apartheid, mais vous avez aussi un certain nombre de représentations qui sont ces premières représentations d'une identité noire et d'une physicalité noire plus valorisée et valorisante. Le football, Grace Jones qui chante La vie en rose, voilà, qui ne sera pas un parcours facile, mais qui impose dans l'espace médiatique son corps. Et puis cette œuvre, là encore, acquisition du musée, œuvre de 76 de Diane Chanel, franco-sénégalaise, métisse, œuvre importante dans la mesure où donc l'artiste qui étudie à l'école des Beaux-Arts puis aux arts décoratifs va ici proposer une représentation précoce, frontale, d'un corps noir anonyme, puisqu'il s'agit d'un camarade de classe qui partage avec elle les bancs de l'école des arts décoratifs. Elle place cette figure à qui elle donne toute son ampleur dans ce cadre resserré du tableau, dans un décor Renaissance. Donc là aussi, l'inscrivant dans la grande histoire de l'art et dans une période de l'histoire de l'art qu'elle affectionne et qu'elle étudie. Je parlais tout à l'heure de monuments, effectivement dans un moment où se pose la question de l'espace public, de la célébration d'une mémoire de cette histoire noire, notamment en 89, bicentenaire de la Révolution, qui est aussi un moment d'élaboration d'images de ce que pourrait être une célébration de la mémoire de l'esclavage, notamment dans l'espace public, avec cet exemple par exemple chez Castillo, artiste dominicain. Donc là encore, c'est une itération autour du marronnage, puisque vous avez à la fois ici un esclave noir fuyard et un esclave taïno. Donc taïno, c'est le nom du peuple dominicain indigène qui, dans un acte de solidarité, fuient ensemble et vont former les premiers villages libres. À partir du tournant des années 90, suite à l'effervescence des années 80, de nombreux artistes vont se mobiliser pour créer une nouvelle cartographie de ce Paris noir qui vient clore l'exposition. On voit un artiste comme Raymond Sanders, africain-américain, venir à Paris à partir de la fin des années 80. Grand professeur, il emmène ses étudiants avec lui. Il fait des rencontres à Paris. Il rencontre notamment l'artiste guyanaise Nathalie Leroy-Fievé, également présentée dans l'exposition, qu'il va inviter en Californie, où elle va produire un corpus d'œuvres à partir des Amériques. Et ce rôle, le rôle de cet artiste nous montre bien, nous rappelle bien combien ces artistes sont à la fois des poètes, des philosophes, des ambassadeurs culturels, et le rôle que ces artistes vont jouer aussi
pour créer un écosystème. L'exposition se clôt avec notamment des associations créées par des artistes, l'association Vivre l'âme, des squats et des collectifs artistiques comme l'Hôpital éphémère, les Frigos de Paris. On voit aussi en dernier lieu la Revue Noire qui vient en contrepoint de Présence africaine qui avait ouvert l'exposition, nous montrer notamment le travail historiographique remarquable, le jalon d'histoire de l'art contemporain africain qu'ils ont réussi à produire à travers les années 90. Cette exposition est visible jusqu'au 30 juin 2025.